Et avec nous tout au long de cette page politique française, Perrine Tarnaud, bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5. Vous êtes la directrice de l'information de Public Sénat. Jean Petot, merci beaucoup d'être avec nous en direct de Bordeaux. Vous êtes politologue. Perrine Tarnaud, un conseil des ministres dans la foulée du remaniement. Plutôt rare. Alors, poudre aux yeux pour masquer quoi? Un remaniement très étriqué, sans surprise? Oui, je crois que ce remaniement, il est sans surprise, sans nouveau poids lourd politique, il est même sans star. On avait eu Dupond-Moretti, par exemple, qui était rentré dans le gouvernement Castex, et il est également sans prise de guerre à gauche et à droite. Donc effectivement, on a l'impression ce soir que la marque Macron est un peu érodée. Ça ne prend plus tellement. En tout cas, il ne fait pas venir de nouveaux poids lourds politiques dans ce gouvernement Borne 2, déjà Borne 2. Et en plus de ça, il y a une espèce de jeu de chaise musicale, c'est-à-dire qu'on prend un ministre, on le met dans un ministère, on le remplace par un autre, etc. Et puis, dernier point, moi, qui me marque quand même, c'est que les poids lourds de ce gouvernement-là sont là déjà depuis 2017. Donc Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, ils sont déjà là depuis 5 ans, ils ont déjà fait tout un quinquennat. Est-ce qu'ils vont tenir un second quinquennat? Parce que quand même, le pouvoir, même si on est un politique aguerri, ça use. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a dit à ses ministres, tenez bon. Jean Petot, on vient de l'apprendre, c'est l'une de ses premières prises, la première prise de parole d'Olivier Véran, le nouveau porte-parole. Il déclare que la première ministre Elisabeth Borne ne va pas demander la confiance des députés après-demain mercredi. Elle a raison ou elle a tort politiquement? Je pense que ce n'est pas vraiment une surprise parce qu'au fur et à mesure que l'échéance se rapprochait, on comprenait que le gouvernement ne voulait pas à la fois courir le risque d'avoir une motion de défiance, enfin que cette motion de confiance soit minoritaire, mais surtout ne pas courir ou payer le coût politique d'un gouvernement qui n'aurait pas été renversé du fait de l'abstention des 89 députés du Rassemblement national. Alors Mathilde Panot de la France Insoumise dit « Madame Borne, on ne maltraite pas la démocratie impunément. Nous vous ferons donc venir de force devant le Parlement. Dès ce mercredi, nous déposerons une motion de censure contre le gouvernement. » Ça promet d'être chahuté? Oui, enfin écoutez, on comprend bien qu'on est dans de la rhétorique politique, nous promettons de vous faire venir de force, etc. Enfin bon, que je sache, on n'est quand même pas en 1789 avec le roi qu'on ramène quasiment de force depuis Versailles à Paris. C'est pas comme ça que ça se passe. Là, je crois qu'il faut faire la part du cinéma et du vocabulaire et des mots politiques qui vont forcément être emphatiques et dans l'inflation, c'est le cas de le dire, du discours. En tout cas, l'opposition déclare que ça ne reflète pas du tout ce remaniement, les résultats des législatives. Perrine Tarnaud, ça ne donne pas une image, on va dire, d'ouverture d'Emmanuel Macron. Je disais tout à l'heure, recroquevillé. Oui, et en même temps, Emmanuel Macron, tout à l'heure, il a commencé le Conseil des ministres en disant justement à ses ministres et secrétaires d'État autour de la table, voilà, j'ai proposé un gouvernement d'union nationale aux partis d'opposition, ils n'en ont pas voulu. Donc, il est toujours dans la stature, en fait, du chef de l'État, il veut rester maître des horloges, et il renverse un petit peu, si vous voulez, la vapeur en disant, bon, moi j'ai proposé un gouvernement d'union nationale, j'ai proposé une coalition, tout le monde m'a dit non, j'en prends acte, voilà, on a maintenant ce gouvernement, et c'est vrai que je pense que le chef de l'État veut maintenant commencer une nouvelle séquence politique, c'est ce qui démarre aujourd'hui avec ce remaniement, avec ce Conseil des ministres, et puis le discours de politique générale d'Elisabeth Borne, puis un nouveau Conseil des ministres jeudi avec les textes de pouvoir d'achat et le projet de loi de finances rectificative qui vont être présentés. Donc là, on peut dire que c'est peut-être quand même cette semaine que commence réellement le nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors une prise de guerre, il en avait une, Emmanuel Macron, il l'a perdue. Il s'agit de Damien Abad des Républicains. Il dénonce, Damien Abad, des calomnies ignobles s'agissant donc de l'enquête en cours pour tentative de viol. Écoutez. Il paraissait préférable, face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, orchestrées dans un calendrier bien choisi, jusqu'à ce matin encore, que je puisse me défendre sans entraver l'action du gouvernement. Je me défendrai sans relâche jusqu'à que la justice confirme mon innocence. Je me battrai aussi contre ce mouvement funeste qui relègue la présomption d'innocence au rang de vieillerie sans importance et qui fait de la calomnie une redoutable arme politique entre les mains d'esprits malveillants. Voilà, les conditions de sérénité n'étaient plus réunies, déclare il y a quelques instants Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Jean Petot, c'était intenable pour Damien Abad de rester au gouvernement?
Oui, sans doute, parce que lui-même d'ailleurs le reconnaît. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, une partie, j'allais dire, non pas de la justice, hein, mais des traitements, hein, des mises en cause se fait sur la scène publique et se fait dans le cadre d'une appréciation, on va dire, de l'opinion publique. Il n'est pas Et dès condamné, lors, il n'est pas mis en examen. Pour vous, c'est un précédent qui alerte? oui, moi je suis de ceux qui considèrent que là, il y a effectivement un danger, qui est un danger réel pour le fonctionnement de nos institutions. Cela dit, c'est en même temps très très compliqué, non pas d'aller contre cela, parce que par ailleurs, c'est très très important Mm. que la parole des femmes puisse s'exprimer et qu'il n'y ait pas d'interdit qui soit dessus, hein, sur cette parole, mais la conciliation entre cette exigence d'autoriser, de libérer la parole des femmes qui, à un moment ou à un autre, ont vécu des violences, que ce soit d'ailleurs du harcèlement sexuel ou du harcèlement moral, et ce qui est un principe sacro-saint d'un état de droit, c'est-à-dire la présomption d'innocence, eh bien, on peut s'interroger sur le fait si on n'est pas arrivé à une sorte de contradiction un peu indépassable là. Alors, Perrine Tarnot, une réaction sur le cas Damien Abad et l'affaire Damien Abad? Bah, c'était devenu, je pense, intenable à la fois pour lui et pour le gouvernement. Parce que s'il était resté au gouvernement à chaque sortie sur le terrain, à chaque déplacement, à chaque interview, à chaque intervention dans l'hémicycle, à l'Assemblée ou au Sénat, cette histoire lui serait revenue en boomerang et aurait occupé tout le débat politique, public et médiatique. Donc c'était intenable. Alors, une autre information. Chrysoula Zakharopoulou, elle, reste au gouvernement malgré 3 plaintes pour viol qu'elle réfute catégoriquement, des faits qui auraient été commis en 2016 lors de l'exercice de sa profession de gynécologue. Autre information. La secrétaire, pardonnez-moi, Sophie Tissier, ex-figure des Gilets jaunes, porte plainte contre Éric Coquerel, qui lui vient d'hériter de la commission des finances. Elle l'accuse d'agression sexuelle qui aurait été commise lors d'une soirée du parti en 2014. Une réaction, on est dans un cas différent, lui a été élu, il n'y a pas encore d'enquête ouverte. Oui, on va voir l'affaire Coquerel, ce que ça va donner. La plainte vient d'être déposée, ce qui est différent par rapport à l'affaire Abad, même si Damien Abad n'avait pas été encore convoqué par la justice. Là, dans l'affaire Coquerel, la plainte vient d'être déposée. Donc, il va falloir voir un peu comment l'affaire évolue. Ce qui est certain, c'est que tout ça pose effectivement la question de la présomption d'innocence. Et jusque-là, Emmanuel Macron en avait fait un peu un totem, hein, c'est-à-dire que la présomption d'innocence était ce qui devait être respecté avant tout. Après, il y a des situations politiquement qui deviennent intenables. C'est ce que je vous disais à l'instant pour Damien Abad. Et donc, il y a un moment, si vous voulez, où votre parole politique, votre parole publique est complètement empêchée par des histoires. Il faut peut-être mieux laisser la personne sortir d'un gouvernement, sortir d'une fonction pour se défendre et pour retrouver un petit peu plus de sérénité. Et je pense que le pays a aussi besoin un peu de sérénité dans on son referme cette fonctionnement. page, si l'on peut dire, des affaires. La sérénité, nous dites-vous, Perrine Tarnot. Jean Petot, j'aimerais vous entendre tout de même sur Olivier Klein, peut-être le maire de Clichy-sous-Bois, anciennement PCF il y a bien longtemps, ensuite Parti socialiste. C'est peut-être là où se trouve l'ouverture, peut-être? Oui, alors on se souvient que Clichy-sous-Bois, il y a toute une histoire, hein, avec cette ville de la banlieue parisienne. C'est là que Zieb et Bouna, souvenez-vous, ces deux jeunes gens sont morts dans une centrale électrique et ça a déclenché ce qu'on a appelé la séquence des émeutes de banlieue. À l'époque, c'était Jacques Chirac qui était président de la République et Dominique de Villemain qui était Premier ministre. Et le maire à l'époque de Clichy-sous-Bois, M. Dillin, était quelqu'un qui était extrêmement respecté pour son travail au titre, j'allais dire, des quartiers sensibles, hein, c'est l'expression qu'on a retenue. Alors je ne sais pas si M. Klein est une prise de guerre, hein. Ce qui est certain, c'est que là, pour le coup, l'expertise en tant que maire de terrain est, je pense, un élément de crédibilité dans l'action qu'il va mener. Vous savez que le président Macron avait fait en sorte qu'il soit président de l'ANRU, hein, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, avant d'obtenir ce portefeuille ministériel. On peut dire que vous, c'est la figure que vous retiendrez peut-être de ce remaniement. Vous, Perrine Tarnot, c'est le nouveau ministre de la Santé. Il est urgentiste. Forcément, c'est à la fois symbolique, mais il va être très attendu aussi. Oui, il va être très attendu parce que l'hôpital est dans une situation très compliquée, notamment les urgences, leur fonctionnement tout au long de l'été. Donc il a déjà remis cette mission flash à Elisabeth Borne et à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron lui avait confié cette mission sur la situation des urgences
urgences en France. Voilà, c'est un ministère de la Santé qui devient un peu un ministère de techniciens. Ce ne sont pas des politiques qui vont le piloter, mais c'est donc un urgentiste et à côté de lui il a Agnès Firmin qui est une proche d'Édouard Philippe, qui est elle-même pharmacienne, qui est députée mais qui est aussi pharmacienne de profession. Donc ce sont un peu des professionnels de la santé qui arrivent au ministère de la Santé. On va voir s'ils s'en sortent, s'ils arrivent justement à répondre aux urgences dans ce secteur-là et à répondre aux demandes à la fois de la population mais également des parlementaires qui se sont déjà beaucoup engagés sur ce terrain-là. Il y a déjà eu pas mal de rapports, notamment au Sénat, une commission d'enquête très récemment sur la situation de l'hôpital en France. Alors justement, vous évoquez le Sénat, on connaît les navettes en général entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Peut-être à tous les deux pour terminer, Jean Petot d'abord, comment voyez-vous, vous ne lisez pas dans le bar du café, mais comment voyez-vous l'avenir? Emmanuel Macron a pris acte, dit-il, pas de coalition pour les partis de gouvernement, ils n'en veulent pas. Comment ça va se passer maintenant au cas par cas? Il y a notamment le projet de loi sur le pouvoir d'achat qui va très vite arriver. Perrine Tarnaud sera plus à même que moi peut-être, et je parle sous son expertise, d'évoquer un aspect qui est très important dans le fonctionnement des relations entre l'Assemblée et le Sénat. Outre les commissions parlementaires qui sont essentielles parce que c'est, on peut dire, là où se fabrique la production des textes, et à l'Assemblée et au Sénat, c'est ce qu'on appelle les fameux CMP, les fameuses commissions mixtes paritaires qui sont composées de 7 députés et 7 sénateurs et qui ont un rôle tout à fait important dans la convergence, on pourrait presque dire, pour que les textes puissent passer à travers la moulinette des majorités. Voilà pour ce point qui est rarement souligné. Pour terminer, une petite minute pour vous, Perrine. Comment voyez-vous cette Non, mais c'est vrai que ce point est important parce qu'effectivement, au sein de ces commissions mixtes paritaires qui mettent un point final à l'écriture de la loi, il va y avoir presque une majorité de droite entre le mix entre sénateurs et députés. Il faut qu'à la tête de ces commissions mixtes paritaires, ça va être une majorité de droite. Donc ça, c'est important pour l'écriture des lois. Après, il va falloir examiner aussi ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec cette nouvelle répartition politique. Est-ce que ça va être un catalyseur un peu de l'opinion publique, des colères, des divisions, des fractures qui existent dans notre pays? Donc est-ce que l'Assemblée va pouvoir jouer un peu ce rôle de catalyseur pour apaiser un petit peu l'opinion, ou au contraire, est-ce que ça va être un happening permanent des différentes forces d'opposition? Donc c'est ça qui va être intéressant à observer dans les prochaines semaines. Et ça ne fait que commencer. Merci beaucoup Perrine Tarnaud, directrice de l'information de Public Sénat, et merci à vous Jean Petot, politologue, d'avoir été avec nous en direct de Bordeaux.